So, Marie-Pierre, we didn't discuss about it, but you can speak either in French or in English, don't worry. I see that your slides are in English, which is a good idea. So I am very happy. I was expected to speak in French, but if there is anybody who is not, I don't know, At least comfortable with French. Federico is not native speaking, French speaking, but he can understand. And people really with the slides, I don't think it's a really big problem. So the very strange thing is that, in fact, in this project, which is dedicated to ecology, there is nobody from agro, even though I have one of my best friends who is in position in your school, as you know, that's Gabriel Long, who is not present. And so that's but I had to maintain a certain proportion of people from CYU University in the project. That's why I didn't propose him, but he is welcome whenever he wants now. Okay, and you too, by the way. So, Marie-Pierre, it's very interesting to know about movement. So I don't know which kind of movement you evocate. I hope it's a correct one. Okay, so I will prefer to switch to in French because I'm more comfortable with French, and I didn't, I don't know, I'm not ready to speak in English actually. I was not prepared for that. Aucun problème, il n'y a aucun problème. Les transparences sont en anglais, ça ira. Ok. Merci. Alors déjà, moi, je suis plus à Paris, je suis à Rennes maintenant, donc c'est plus exactement l'école qui est à côté de chez toi, Paul. Et puis, du coup, j'ai conçu un petit peu ma présentation dans l'idée de faire découvrir un petit peu les questions qu'on se pose quand on fait l'analyse d'écologie du déplacement. Et donc, je parle un petit peu de ce qu'on fait, mais surtout, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que ça puisse susciter des discussions et des ouvertures sur des outils que vous connaissez probablement mieux que moi et qui me semblent seraient intéressants dans ce cadre-là. Donc, en fait, je pose beaucoup plus de questions que j'apporte de réponses et j'espère que ce sera l'occasion de Porte discuter. ouverte est vraiment tu es plus que bienvenue dans ce séminaire pour partager tes connaissances et qu'on essaye d'en discuter. Voilà, merci beaucoup vraiment. Donc voilà, donc alors en fait, en plus, donc Paul m'a invité à venir parler aujourd'hui, mais en fait, Paul, il ne sait pas du tout ce que je fais. La seule chose qu'il connaît de moi, c'est que j'étais la voisine de son grand ami à un moment donné à l'ENGREF et que je lui faisais passer le temps quand son ami n'était pas disponible. Donc je suis contente de présenter ce que je fais à ce moment-là. C'est l'occasion. Voilà, et donc je vais vous parler un petit peu de… En fait, on avait parlé de ton travail, il ne faut pas exagérer. Un petit peu, j'exagère, je caricature. Ouais. Et du coup, l'objectif, c'est donc de montrer un petit peu pourquoi on fait ce qu'on appelle de l'écologie du déplacement, donc des questions un petit peu écologiques, et puis des pistes de réponse et des ouvertures vers des méthodes pour faire des stats sur ces questions-là. Alors, la première chose, du coup, c'est pourquoi les gens ils s'intéressent au déplacement des animaux, donc dans le cadre de l'écologie de déplacement. Ça fait un moment que ça existe, mais en fait, il y a Nathan et ses co-auteurs là, qui ont essayé de formaliser ça sous forme d'un petit graphique en disant le déplacement d'un individu, c'est le résultat d'un mélange de différentes choses. Un aspect, c'est un état interne de l'individu. Par exemple, est-ce qu'il est en train d'essayer de se nourrir? Est-ce qu'il est en train de se cacher d'un prédateur? Est-ce qu'il est en train de se reposer? Est-ce qu'il est en migration? Donc ça, c'est un espèce d'état interne. De facteurs extérieurs, la qualité de l'environnement en fait partie, potentiellement des interactions avec soit ses congénères, soit des prédateurs, soit des proies. Donc ça, c'est des facteurs qui sont externes. Donc tout ça, ça va influencer son déplacement. Et puis son déplacement, il est aussi influencé par sa capacité à s'orienter dans l'espace, c'est la navigation capacity, et puis sa capacité de déplacement. Et en fait, tout ça mis ensemble, ça concourt à donner un déplacement d'un individu. Donc, le paradigme de l'écologie du déplacement, c'est de se dire, finalement, si je regarde le déplacement de l'individu, je dois être capable de renseigner sur des choses qui intéressent les écologues, qui sont essentiellement dire des choses sur l'état interne de l'individu et sur comment l'environnement affecte l'individu. Donc, en fait, on est en train d'essayer de faire un espèce de problème inverse, c'est à partir
de ce mélange de choses, on aimerait bien essayer d'extraire de l'information sur le lien avec l'environnement et puis l'état interne de l'individu. Donc ça a été la formalisation qui a été faite. Et puis alors du coup, ce qu'on veut faire, c'est, on va le voir après, essentiellement comprendre les préférences d'habitat des individus et puis, comme j'ai déjà dit, retrouver ces états internes. Alors, comment on suit le déplacement d'un individu? Une façon de le comprendre, c'est d'imaginer, voilà, on a un chevreuil qui se déplace, et puis ça, c'est son vrai mouvement, et puis en fait, il est équipé d'un GPS, et donc à certains instants, on a sa position géographique qui est enregistrée. Ces instants sont plus ou moins réguliers, ça dépend des animaux, et puis ça dépend de l'environnement, en fait, c'est-à-dire que souvent, les GPS sont réglés pour prendre des positions toutes les minutes, toutes les heures. Enfin, ça dépend comment c'est réglé. Mais selon les conditions environnementales, à ce moment-là, ce n'est pas possible de discuter avec les satellites. Et donc, on a des problèmes de décalage. Même si c'est prévu pour être un échantillonnage régulier, ça l'est pas forcément. Et c'est d'autant plus le cas quand on s'intéresse à des animaux marins, parce que le GPS ne passe pas sous l'eau. Donc, il faut que l'animal marin soit en train de respirer pour qu'on puisse avoir sa position. Donc là, on a vraiment des données qui sont très, très irrégulières. Donc voilà ce qu'on a. Et puis, évidemment, on n'a pas la trajectoire. Donc, en fait, ce qu'on a, nous, c'est des positions. Et puis, ce n'est pas une observation parfaite parce qu'il y a des erreurs qui sont plus ou moins importantes selon les dispositifs qu'on utilise pour enregistrer la position et puis selon aussi potentiellement la position sur le globe terrestre. Donc, en fait, on a des points rouges qui sont des approximations des vraies positions. Et donc, on a une série temporelle de positions au cours du temps. Et puis, ce qu'on voudrait faire, c'est essayer d'analyser ça. Donc, on peut voir ça comme une série temporelle de valeurs. Si on fait un abus, c'est dans R2 avec… voilà, déjà, ça crée des limitations parce qu'en fait, selon les endroits du globe, on peut avoir selon le type d'individu, on a des grands migrateurs et du coup, le côté on est sur le plan va être très, très difficile à justifier. Donc, on pourrait potentiellement… on n'en est pas là, mais on peut se dire qu'à terme, il peut y avoir des questions sur, justement, on n'est pas dans R2, on est sur la Terre et ça pose des conditions sur la nature du déplacement. Mais voilà, pour l'instant, nous, on va simplifier, on va se mettre sur R2. Et puis, les questions qu'on se pose d'un point de vue d'écologie, c'est les suivantes. Donc là, par exemple, je vous ai proposé un trajet d'un fou du Pérou, qui est des données sur lesquelles j'ai travaillé avec une collègue de l'IRD qui s'appelle Sophie Bertrand. Et donc, c'est un oiseau qui nourrit ses petits sur une colonie, c'est le point de départ, là, au point zéro. Et puis, voilà, on voit qu'il fait en fait, il va se nourrir en mer, donc il quitte la colonie. Et puis, il a des zones ici où on voit qu'il a un comportement très, très différent. C'est parce que c'est des zones où il pêche. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il part de la colonie, il fait un bout de chemin qui est assez rectiligne, et puis ensuite, il a un mouvement qui est assez différent parce que c'est des moments où il pêche, et les écologues sont du coup intéressés pour identifier justement des actions de pêche du fou et donc pouvoir essayer d'en déduire. Alors, soit on s'intéresse au fou, soit on s'intéresse plutôt aux proies du fou. Et donc, on va essayer d'analyser ça après pour essayer de trouver des hotspots de biodiversité sur les poissons, en fait. Et donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est être capable automatiquement de mettre des couleurs sur chaque portion du trajet. Donc, on voit qu'ici, on a l'aller et le retour avec un type de mouvement qui est très rectiligne parce qu'il a un mouvement qui est très, très dirigé. Et puis ici, en fait, on a mis deux couleurs avec des portions de trajectoire où il a une trajectoire qui est malgré tout assez rectiligne. Et puis les portions bleues, ça se voit, à cause du zoom, ça se voit moins, mais c'est des portions de trajectoire où il a un mouvement qui est très, très sinueux. Et ça, c'est typique de ce qu'ils appellent des foraging trips ou des zones de nourrissage intensif, quoi. Donc voilà, ce qu'on veut faire, c'est automatiquement être capable d'identifier ces différents types de mouvements. Alors, une autre question qui guide souvent les écologues, c'est d'essayer d'être capable de qualifier les préférences d'habitat d'un individu. Donc ici, on a des données qui sont sur des otaries. Et donc, je ne vais pas représenter les trajectoires, mais on a des trajectoires. Les otaries sont équipées de GPS, on a des positions
pour suivre leur déplacement. Et puis, on a aussi en fait des informations sur leur environnement, donc la bathymétrie, la pente du fond marin, la distance à la côte. Voilà. Et puis, ce qu'on aimerait bien comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que les otaries, elles vont plutôt dans un endroit, plutôt dans un autre, et donc c'est-à-dire le lien avec l'écovariable. Et on n'est pas tellement intéressé par caractériser le lien entre le déplacement lui-même et les covariables. Ce qu'on aimerait bien, c'est plutôt une sorte de régime stationnaire, quoi. Où est-ce que je vais trouver les otaries en général pour être capable, donc sur un autre exemple, par exemple, quand on construit une infrastructure humaine, par exemple une route, si on sait qu'on a bien appris sur d'autres données que les chevreuils sont vraiment effrayés par les routes, ça va modifier la répartition des chevreuils. Et donc, typiquement, on peut faire des études d'impact avec ce type d'approche. Donc, notre objectif, c'est vraiment de se dire, ce qu'on voudrait, c'est le lien entre la distribution stationnaire d'une population d'animaux et puis des descripteurs de l'habitat. Donc ça, c'est les questions un peu centrales en écologie du déplacement. Et puis évidemment, il y a des choses, donc j'en parle pas dans la présentation, j'en dirai 2 mots à la fin, mais donc que je présente pas là, mais qui sont importantes, c'est aussi les liens entre les individus. Et donc, c'est ce que les écologues appellent les interactions entre individus, mais le terme d'interaction, il est très, très flou et il est difficile à formaliser d'un point de vue statistique, donc je garderai ça pour la fin. Alors, donc on a des données et puis maintenant, il faut qu'on arrive du coup à proposer des façons de les analyser et dans un objectif un peu de modélisation, du coup, des modèles pour représenter ces données-là. Alors, souvent, ce type de données-là, il est analysé sous forme de séries temporelles discrètes. Et typiquement, on va décrire la succession de positions, ici, comme une série de longueurs de pas et puis de changements d'angle. Donc ça, c'est la version du haut, là, les 2 graphiques du haut. Et donc, finalement, on va sortir la trajectoire de son côté de l'aspect spatial. Et puis, on va considérer ça comme un signal, du coup, un signal qui est mesuré sur 2 variables, une série de variables qui va être les longueurs de pas parcourues. Et puis, la deuxième, c'est le changement d'angle qui est fait entre chaque position. Une autre façon de décrire les choses, mais qui reviennent un petit peu, c'est de se dire, on va regarder une vitesse persistante et puis une vitesse de rotation. Et donc, on va avoir aussi un signal qui est bivarié au cours du temps, qui va me dire dans quelle mesure il continue sur la même vitesse tout droit et dans quelle mesure il a tourné. Donc, c'est 2 descriptions un peu différentes de la même chose. Mais voilà, c'est ce qui se fait classiquement. On a donc une série temporelle. Et puis ensuite, on utilise des méthodes un peu classiques en traitement du signal. Typiquement, quand on va vouloir faire ici, identifier les états internes, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la segmentation. Et donc, on va faire, par exemple, des chaînes de Markov cachées. C'est le cas le plus typique. On a des modèles pour représenter la longueur des pas et puis les changements d'angle. Et puis, on va du coup mettre tout ça dans un machinerie chaîne de Markov cachée. Et puis, on va avoir un état caché qui va être qu'on va après comprendre comme l'état interne de l'individu. Et on va essayer de retrouver cet état caché à partir de la trajectoire. Du coup, il y a d'autres choses qui ont été un petit peu explorées. C'est des méthodes de segmentation par détection de rupture. Typiquement, les méthodes proposées par Marc Lavielle et puis les autres. Et donc, c'est quelque chose qu'on a regardé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, donc on le fait sur deux ou plus signaux simultanément. Là, j'ai présenté que sur un. Et donc, il y a un premier niveau dans la détection de rupture, c'est de se dire, on a nos séries, notre signal au cours du temps. Et puis, on a ce qu'on va imaginer, c'est que sur une portion de temps, ce signal-là, il suit un certain modèle. Et puis, à un instant, il y a une rupture. Et donc, les paramètres du modèle changent et on rentre dans un autre régime. Et puis ensuite, sur la partie bleue, on est rentré dans un 3e régime. On formalise ça sous la forme de dire, en fait, on a une partition du temps qu'on regarde taux qui nous dit, et puis on va dire que entre taux 1 et taux 2 moins 1, on a un modèle qui est homogène. Et le modèle le plus classique qui est utilisé, c'est de dire que c'est
des observations, des réalisations indépendantes d'un modèle paramétrique. Et puis, on va chercher à estimer les paramètres de ce modèle. Et on va aussi chercher à connaître les instants de rupture qui maximisent la vraisemblance. Pour faire ça, on utilise des techniques de programmation dynamique et ça nous permet d'explorer l'espace de toutes les segmentations possibles en un temps acceptable. Et donc, on arrive à trouver la meilleure segmentation en un nombre de segments fixés. Donc, on s'est fixé a priori le nombre de segments. Et puis, finalement, on va faire ça pour un nombre de segments qui varie et on va avoir des critères type BIC modifiés qui vont nous permettre de choisir le bon nombre de segments. Donc, ça, c'est une approche. Il y a une autre approche où, en fait, ce qu'on va vouloir dire, comme je vous ai dit, l'objectif d'un point de vue écologique, ce n'est pas juste de chercher des portions homogènes dans le mouvement, c'est également de se dire, mais en fait, c'est lié à des activités. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que, en fait, classer chacun de mes segments. Donc, faire un petit peu la même chose que ça, sauf que dire, en fait, le bleu, il est très, très proche du vert. Et ça, j'aimerais bien dire qu'en fait, c'est qu'un seul type de déplacement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la segmentation-classification, qui est illustrée ici à droite. Et donc, de se dire, effectivement, on a une idée de segmentation où on va faire apparaître des segments, mais par ailleurs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est chaque fois qu'on a un nouveau segment, en fait, ce n'est pas un nouveau modèle, c'est un modèle qu'on doit choisir parmi une collection de modèles. Donc là, par exemple, c'est un exemple où j'ai 3 états possibles, donc 3 types de modèles possibles, et par contre, la segmentation, je la fais comme je veux. Donc, ce qui est sous-jacent là, c'est de se dire qu'en fait, on va se donner une segmentation et que conditionnellement à cette segmentation, on assigne à chaque segment un état qui n'est pas observé, qui est caché. Et puis ensuite, ce qu'on va dire, c'est que les observations au sein du segment donné qui est dans l'état, si le segment est dans l'état L, ça suit un certain modèle paramétrique dont les paramètres dépendent de l'état, en tout cas du label du segment. Donc voilà, donc ça, c'est des méthodes qui existaient déjà, qui avaient été proposées il y a un moment déjà, qu'on a juste un petit peu, on a joué avec sur des exemples d'écologie du déplacement. En fait, l'idée, c'était de sortir un petit peu et puis de montrer qu'on pouvait faire autre chose que des modèles de Markov cachés, parce que du coup, on est complètement libre sur la taille des segments. Quand on est dans des modèles de Markov cachés, on a quand même une idée un peu implicite du fait que la longueur des segments, elles ne peuvent pas être n'importe quoi. On ne peut pas avoir des segments qui sont pour le même état, un coup très court, un coup très long, alors que là, dans la segmentation, on n'a pas du tout de forme paramétrique sur la longueur des segments. Donc, ça pouvait accommoder d'autres situations. Donc, c'est des choses qu'on a regardées, mais en fait, c'est des choses qui ne sont pas très satisfaisantes parce que quand on fait ça, on oublie complètement plein de choses. La première, c'est que en fait, on a complètement sorti le mouvement de l'espace dans lequel il évoluait. On traite ça comme une série temporelle complètement déconnectée de son environnement. Donc ça, déjà, ce n'est pas satisfaisant. La deuxième chose qui n'est pas satisfaisante, c'est qu'on traite ça comme comme une série discrète d'observations qui ont toutes la même loi, alors que l'échantillonnage, il est plus ou moins régulier. Et vous voyez que si on a un échantillonnage plus ou moins régulier, s'il y a des temps très, très différents entre deux moments où on a acquis la position, ça va donner des longueurs de pas très différentes qui ne sont pas du tout liées au fait que le déplacement est différent, mais c'est lié au fait qu'on a regardé pendant des temps différents. Par ailleurs, en fait, souvent, quand ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est qu'on approche le vrai mouvement par une discrétisation linéaire de ce mouvement-là. Et donc, ça, on fait une erreur aussi qui est très importante. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, l'approche pas de temps discret, là, elle n'est pas très satisfaisante, même si il y a des gens qui font ça à la frontière, des écologues statisticiens, des statisticiens écologues, qui ont beaucoup discuté de la question de est-ce que c'était pertinent de faire des modèles discrets ou des modèles à temps continu. Donc voilà, les modèles discrets, ils ont plein d'avantages, notamment la simplicité et le fait que c'est des pratiques qui sont faciles à diffuser. Et ils ont un paquet d'inconvénients. Et à mon avis, les inconvénients dépassent largement les avantages, notamment le fait que si dans 2 études différentes, j'ai équipé des manchots au même endroit, mais juste mon GPS, il n'est pas réglé pareil, je vais avoir du mal à comparer mes études juste parce que en fait, le pas de temps d'acquisition n'est pas le même. Et donc, passer à des modèles à temps continu, l'intérêt, c'est qu'on est en train de séparer le problème de dire le mouvement lui-même qui nous intéresse du processus d'échantillonnage qui nous permet de l'observer.
Et donc ça, c'est vraiment intéressant du coup de se diriger vers des modèles à temps continu, même s'ils sont un petit peu plus compliqués à manipuler, parce qu'on va pouvoir faire communiquer en fait des études qui ont été faites avec des dispositifs différents, réglés différemment, dans des conditions différentes, ce qui n'est pas du tout possible. Donc, c'est plutôt l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de ce qu'on sait faire dans les modèles à temps continu et puis surtout de tout ce qui manque aujourd'hui. Donc, ce que je vais utiliser moi, dans les modèles à temps continu, c'est essentiellement des diffusions. L'exemple le plus simple de la diffusion, c'est un mouvement brownien. Et je l'exprime un peu artificiellement sous forme d'une équation différentielle stochastique parce que c'est ça que je vais généraliser après. Donc voilà, donc un mouvement brownien, ça vous savez mieux que moi ce que c'est, hein, c'est qu'on a un mouvement qui est purement diffusif. Et donc, voilà, un exemple de mouvement diffusif, quoi. Donc, on part d'un point qu'on m'avait imaginé connu, puis après, c'est de la diffusion pure. Une extension qui ne coûte pas très, très cher, mais qui commence à avoir un sens d'un point de vue écologique, c'est un processus d'Orstein-Uhlenbeck. On va se dire, voilà, j'ai un point d'attraction mu ici, et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? Si je suis très proche de ce point-là, en fait, j'ai essentiellement un mouvement diffusif, pardon. Et puis dès que je m'éloigne un petit peu de ce point-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une grosse force de rappel sous des bonnes conditions sur la matrice B qui va faire ce qu'il faut. Et je vais avoir un modèle qui déjà a le bon goût d'être stationnaire, ce qui n'était pas le cas du brownien. Donc, j'ai un modèle qui va admettre un régime stationnaire. Et donc, ça, en plus, ça a un sens en écologie parce qu'on va interpréter ça comme un central place behavior. Donc, ça veut dire qu'il y a un point d'attraction qui va être le point important pour l'individu. Et puis, certes, il va accepter de s'en éloigner, mais pas trop. Et donc, il va avoir tendance à y revenir. Donc, ces deux modèles-là, c'est des modèles qui sont utilisés dans l'écologie du déplacement pour décrire le mouvement des individus. Alors, en fait, pourquoi ils sont utilisés? Ce n'est pas tellement pour leur réalisme biologique, pas du tout même. C'est juste qu'en fait, ça fait partie des rares modèles d'équations différentielles stochastiques pour lesquels la densité de la transition est connue. Et donc, du coup, on connaît aussi ce qui se passe quand approxime ça, quand on observe ça à des temps discrets. Et donc, on va être capable d'écrire une vraisemblance et puis d'estimer des paramètres. Donc, c'est surtout pour ça qu'on l'utilise, c'est uniquement parce qu'on connaît la transition. Alors, comment c'est utilisé? Le mouvement brownien, il est utilisé plutôt sous forme de pont brownien en disant on va imaginer qu'on connaît entre deux positions distinctes. On ne connaît pas le vrai mouvement de l'animal, mais on va utiliser des ponts browniens pour simuler les endroits qu'il aurait pu visiter, par exemple. Et donc, pour avoir une espèce de carte de densité de présence conditionnellement aux points qui ont vraiment été observés. Ça, c'est une des utilisations possibles. Le Ornstein-Uhlenbeck, il est utilisé en tant que tel, soit directement pour modéliser la position, soit pour modéliser la vitesse d'un individu, et après, on observe du coup la position. Et donc, on sait faire des choses là-dessus. Et dans ce cas-là, on sait estimer les paramètres. Sauf que du coup, d'un point de vue écologique, c'est des modèles qui ont peu d'intérêt écologique et puis qui ne font pas le lien avec l'environnement. Et c'est quelque chose qui manque à nouveau. Ici, on est complètement déconnecté du milieu dans lequel on évolue. Et c'est des choses qu'on a envie de comprendre et d'analyser. Donc, ça arrivait assez tard. Hein. En 2002, là, il y a Brillinger et ses amis qui ont proposé de se dire, voilà, on peut quand même faire les équations différentielles stochastiques, c'est quand même quelque chose qui est riche en termes de modélisation. Et donc, on peut utiliser ce cadre-là pour proposer des modèles qui sont plus pertinents. Et donc, ce qu'il a proposé, c'est de dire, je vais modéliser le potentiel de l'environnement sous forme d'une fonction de potentiel ici, que j'appelle H, qui va me dire à quel point un environnement il est favorable ou pas. Et puis, je vais dire que la position de mon individu, ça suit une équation différentielle stochastique dont le terme de dérive, c'est le gradient du potentiel de l'environnement et plus une partie diffusive. Donc ça, c'est satisfaisant parce que ça nous permet déjà de replacer l'individu dans l'évolution de son environnement. Donc, d'un point de vue de l'écologie, ça a vraiment plus de sens de faire ça. Et puis, on va avoir envie, du coup, d'essayer d'estimer le H qui est ici.
Le problème, c'est que ça a pas en général, on ne connaît pas la transition de ce type les transitions de XS, quoi. Alors, du coup, c'est quelque chose qu'on a essayé. Donc, on a pris cette idée-là et puis on s'est dit, on va prendre une forme paramétrique mais flexible pour H et puis on va essayer de comparer différentes méthodes pour estimer les paramètres d'une équation différentielle stochastique. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de travaux sur les estimations, enfin, l'estimation par différentes méthodes des paramètres d'une équation différentielle stochastique. Mais ces travaux-là, souvent, ils font l'hypothèse que on a une fréquence d'acquisition qui est importante, voire même qui tend vers zéro. C'est là-dessus qu'on a des garanties théoriques. Donc, moi, je ne vais pas parler du tout de garantie théorique ici, hein. On voulait un truc un peu pragmatique. Mais en fait, on est très, très loin de cette situation-là en écologie. Ça, c'est peut-être des situations qui sont assez classiques en finance, par exemple, où ces modèles-là sont très utilisés, ou dans plein de domaines où la facilité d'acquisition du signal fait qu'on peut l'avoir à très haute fréquence. Donc là, ce n'est pas du tout le cas parce que l'objectif, c'est que les gens ils mettent des balises sur les animaux, puis après, ils les laissent partir. Et ce qu'on veut, c'est observer des choses qui se passent sur du long terme. Et on est limité par la capacité des batteries qui sont embarqués sur les animaux. Et on doit faire un compromis entre une fréquence élevée et puis un temps long sur lequel on suit les animaux, quoi. Et donc, ce compromis à faire, il est d'une part pas facile à faire, mais quand même, ce qu'ils veulent voir, c'est du temps long, quoi. C'est pas prendre des positions très rapprochées. Donc, on a ces soucis-là. Puis en plus, l'environnement fait que des fois, on n'a pas de position. Donc, en plus, on a des trous, quoi. Beaucoup de trous. Et donc, on s'est dit, on va regarder un petit peu les méthodes qui existent pour faire de l'estimation de ce type de modèle-là, puis on va voir ce que ça donne sur des questions, sur des données typiques en écologie. Et donc, comme modèle pour le potentiel de l'environnement, pour l'instant, on ne met pas du tout de variables extérieures, hein. On veut juste modéliser un potentiel attractif de l'environnement. On s'est dit qu'on pouvait essayer de prendre un modèle où on avait des surfaces un peu plus ou moins importantes. Et donc, on a pris quelque chose qui ressemble à une gaussienne. Alors, un mélange de gaussienne, en fait, ce n'est pas un mélange de gaussienne parce que ça n'a pas de raison d'être une densité, donc ça n'a pas d'obligation d'intégrer à 1. Mais on a quand même, du coup, cette idée-là de forme de gaussienne. Et donc, estimer les paramètres ici, c'est estimer moralement des moyennes et des covariances de gaussienne et puis un nombre de modes. Donc, quand on fait ça, on a un modèle qui est assez flexible pour s'adapter à des situations assez différentes et en même temps qui ne coûte pas trop cher en paramètres pour estimer. Donc, c'est un faux semi-paramétrique sur un espace très, très particulier. Voilà. Donc, on voulait juste tester ça. Et puis, on a regardé différentes méthodes. Donc, l'approximation de l'air, c'est ce qui est proposé par Predinger, en fait, hein, qui fait deux méthodes qui sont des méthodes du coup d'ordre supérieur, qui sont les méthodes de Zaki et de Kessler. Et puis des méthodes qui reposent sur la simulation exacte des équations différentielles stochastiques. Donc, c'est des méthodes de Monte-Carlo EM. Et donc, la partie Monte-Carlo, elle est faite grâce à de la simulation exacte d'équations différentielles stochastiques. Et voilà. Donc, on a comparé ces différentes choses-là. Et ce qu'on a montré, c'est que sur des pas de temps d'acquisition typiques de l'écologie, l'approximation de l'air, elle donnait souvent des estimations qui sont assez biaisées parce qu'on est loin des conditions de son application. Ozaki et Kessler, en allant à un ordre supérieur, permettent essentiellement de retirer ces biais-là. Et puis, les méthodes basées sur la simulation exacte là, de Monte-Carlo EM, ça marche très, très bien. Ça donne des très, très bonnes estimations sans biais et assez précises. Mais en fait, c'est très, très lourd à mettre en œuvre. Et en fait, ça marche bien une fois que le code n'a plus de bugs. Et le fait que le code n'ait plus de bugs, ça prend un petit peu de temps, ça, par contre. Les deux autres méthodes qui sont beaucoup moins exigeantes en termes de mise en œuvre, Ozaki et Kessler, donnent des résultats très similaires. Et donc, finalement, à choisir, si on doit faire ça, Ozaki et Kessler, ça marche très, très bien. Alors, du coup, je vous ai dit qu'on avait choisi ce type de modèle-là sur la forme paramétrique
parce que c'était flexible, mais on l'a aussi choisi parce que ces méthodes de simulation exacte, elles demandent des conditions assez strictes sur la forme du potentiel, enfin, sur la forme du gradient, plus exactement ici, qu'on va avoir. Et donc, pour que ce soit vérifié, eh ben, on ne peut pas prendre n'importe quoi. On a un choix limité dans les équations différentielles stochastiques qu'on peut utiliser, quoi. Notamment, il faut que ce soit borné. C'est là où ça se passe bien. Donc voilà, ça c'est un premier truc. Bon, bah, on a regardé ça. Et puis après, on s'est dit, bah, le problème, c'est que quand on fait ça, on ne prend pas en compte le fait qu'il y a un biais, qu'il y a un bruit dans l'observation et que la vraie position, on ne la connaît pas. La vraie position, voilà, elle est connue qu'à la précision du GPS près. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de regarder, nous, c'est une équation partiellement observée, une équation différentielle stochastique partiellement observée, en tout cas observée avec erreur. Et du coup, on a regardé avec Pierre Glohagen et Sylvain Lecorf qu'est-ce qu'on sait encore dire, en fait. Si maintenant, on a la même chose, en fait, hein, une équation différentielle stochastique dans laquelle le terme de dérive n'est pas trop méchant, et puis qu'elle est observée à un bruit près, avec une certaine loi. Du coup, bah, on sait encore dire des choses, parce qu'en fait, pour estimer les paramètres qui nous intéressent dans le drift, ce qui va être important, c'est que c'est une fonctionnelle uniquement additive de termes successifs. Donc, quand j'écris la partie EM de mon Monte Carlo EM, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme d'une somme, d'une espérance conditionnelle, d'une fonction de xk, xk plus 1. Et donc ça, en fait, on reconnaît ici que ce qui nous Pardon, intéresse. juste une question. Est-ce que donc, tu observes ton processus à tous les points entiers? C'est bien ça, hein? Alors, ce n'est pas des temps entiers, c'est des temps TK. Ah, parce qu'il y a un XK. Ouais, alors XK, c'est pour dire X autant K, mais ils ne sont pas réguliers. D'accord, ok. Et ça, on sait à quel temps c'est? On connaît le temps, ouais. Il est enregistré en même temps que la position. On connaît La les suite temps. TK, c'est une marche aléatoire, c'est quoi? Pardon? La suite TK des temps des temps de. On les considère comme connus et fixes. On ne met pas de modèle aléatoire dessus. D'accord, ok. Bien, merci. Et du coup, quand on fait ça, en fait, on va avoir ce terme-là. Donc, on a besoin de la loi de lissage, en fait, de quantités qui concernent juste des couples XK, XK plus 1. Et en fait, ça, il y a des travaux récents de Olson et Westerborn qui permettent de le faire. Alors, pas dans le cadre d'une EDS au départ, dans un cadre un peu moins méchant, mais avec des techniques très efficaces. Et donc, ils ont proposé une méthode de lissage et surtout de lissage, pardon, un algo qui s'appelle Paris, qui permet de faire en fait le lissage et le filtrage en une seule passe. Et donc, on a des algos qui sont très efficaces et qui reposent sur un mécanisme d'acceptation-rejet. Et ce mécanisme d'acceptation-rejet, malheureusement, il dépend de la transition de XK, XK plus 1. Quoi. Et nous, ici, on est dans un cadre de DS, on ne le connaît pas forcément. En fait, du coup, avec l'aide de Sylvain Lecorf, on va le dire, hein, on a réussi à généraliser du coup l'algorithme de ce Paris au cas où en fait on n'est pas capable de connaître exactement Q, mais on sait l'estimer sans biais. Et donc comment on fait l'estimation sans biais? À l'aide des estimateurs de Poisson qui sont proposés dans les méthodes justement de simulation exacte de Bescos et de ses amis. Donc ça marche. On arrive à le faire. Sauf que, à nouveau, comme on utilise les résultats de Bescos, on a des conditions qui sont assez limitantes sur les choix possibles pour B. Et donc, ces conditions, elles peuvent être gênantes dans plein de situations. Par exemple, on ne peut pas avoir juste un effet linéaire d'une covariable, ça ne marche pas bien. Et ces contraintes, elles peuvent être relâchées si on utilise d'autres algos. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, toujours avec Sylvain Pierre et puis Alice Martin, pour essayer d'utiliser d'autres algos et de ne pas se baser sur ces estimateurs de Poisson généralisés, utiliser des algos plus récents sur du coup on mélange de l'importance sampling et puis d'autres façons de faire de la simulation
d'équation différentielle stochastique. Donc, on arrive à relâcher ces contraintes-là. C'est satisfaisant d'un point de vue statistique. Par contre, d'un point de vue opérationnel, ça ne l'est pas du tout, parce qu'en fait, les algos qui en sortent, c'est des algos qui sont très, très longs à faire tourner. Et en fait, ce n'est pas du tout utilisable d'un point de vue pratique pour des écologues. C'est beaucoup trop lourd enfin, voilà, il faut 10 heures pour le faire tourner sur 30 points. Donc, on n'arrivera jamais à traiter des trajectoires avec ça. Donc, pour l'instant, on laisse ça de côté en se disant que ces algorithmes exacts, ils sont très séduisants d'un point de vue théorique. Ils marchent très bien, mais en fait, quand on passe à l'aspect vraiment travailler et puis essayer de faire de l'écologie avec ce type de méthode-là, bah, ça ne marche pas parce qu'un écologue qui a des données de suivi sur des animaux avec, je ne sais pas moi, l'ordre de grandeur, ce n'est pas des millions, hein, ce n'est pas du big data, mais c'est quand même, je ne sais pas moi, 1000 points, 2000 points. Bah, du coup, c'est complètement hors de portée de réussir à faire tourner les algos qu'on a proposés sur ce type de données, quoi. Par ailleurs, on a quelque chose qu'on n'a pas trop pris en compte ici, c'est qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de déposer du coup d'un modèle de mouvement qui serait un peu plus flexible que ce qu'on propose ici. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est de faire le lien avec l'environnement. Et plutôt que de lier le déplacement à l'environnement, ce qui nous intéresse, c'est de lier la distribution stationnaire à l'environnement. Et donc, ce qu'on aimerait bien proposer, c'est donc un modèle qui lie distribution stationnaire et environnement et qu'on observe au travers du mouvement. Alors, classiquement, ce que font les écologues pour lier la répartition d'un individu aux variables environnementales, ils utilisent ce qu'ils appellent une fonction de sélection de ressources qui a une forme qui est classiquement exprimée sous forme d'une exponentielle. On va écrire voilà, la densité de présence, je vais le dire comme ça ici, au point X, sachant des paramètres, c'est proportionnel à l'exponentielle de la somme de l'effet de la covariable J bêta J fois la valeur de la covariable J à l'endroit X. Donc, ça, c'est ce qui est typiquement utilisé en écologie. Alors, souvent, ils font ça, par exemple, ils appréhendent un petit peu, ils essayent de dire des choses sur les paramètres bêta-J à l'aide de processus ponctuels. Donc, ils vont dire, je vais imaginer, la première façon de travailler, c'est de se dire que nos trajectoires, on voit ça, au lieu de voir ça comme une trajectoire, on voit ça comme un semi-point. Et puis, on va regarder où se trouvent les individus. Et ça, on va dire qu'on est ramené à mesurer l'intensité d'un processus ponctuel. Évidemment, quand on fait ça, on néglige la dépendance entre les points. C'est pareil, il y a des méthodes à noyaux qui font ça, qui ont tendance à négliger la dépendance entre les points, qui au fait qu'on suit un individu au cours du temps. Donc, du coup, on avait envie de proposer autre chose. Donc, il y a Théo Michelot qui a fait sa thèse à Sheffield, qui a travaillé sur ces idées-là en disant, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce pi-là, c'est une distribution limite, et puis je vais copier ce qui se fait dans les méthodes d'estimation par chaîne de Markov, où je construis une chaîne de Markov dont je sais que la distribution stationnaire, c'est pi, et puis je vais essayer de tripatouiller quelque chose comme ça. Donc, il a fait ça avec des modèles à pas de temps discret, et il a fait le lien entre déplacement et distribution stationnaire. Et puis, on s'est dit, en combinant les idées de Théo, du coup, et puis les idées de Brillinger d'utiliser une équation différentielle stochastique, si on met tout ça ensemble, en fait, ce qu'on peut proposer d'utiliser, c'est un modèle de Langevin. On va dire, finalement, la position de l'individu à l'instant t, c'est x de t, et ça vérifie une équation différentielle stochastique dans lequel c'est toujours pareil, il y a un gradient de potentiel sur lequel je vais revenir, plus un terme de drift. Et en fait, ce gradient de potentiel, je vais dire que c'est le log de la distribution stationnaire. Et donc, si j'écris ça, en fait, je suis dans le cadre de l'équation de Langevin et je sais que la distribution stationnaire de x de t, c'est exactement pi. Et donc, du coup, là, j'ai tout gagné parce qu'en écrivant ça, je fais le lien entre le modèle de déplacement et puis la distribution stationnaire. Alors, en plus, je vais un petit peu plus loin, c'est que si je reprends la forme classique de la fonction de sélection de ressources et que je la plug là-dedans, et puis que je fais un truc que j'ai dit qui n'était pas bien de faire, mais que je vais faire quand même, et je fais une approximation de l'air, qu'est-ce qui se passe quand j'écris ça? Finalement, ce que je vais être capable de dire, c'est que
la position à l'instant TI plus 1. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, bon, je vais le dire autrement. Je remets tout ensemble. Les accroissements entre deux instants, la distance parcourue entre deux instants de suivi, ben, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre qu'un modèle linéaire dans lequel j'ai ce qui intervient, c'est le gradient de mes covariables ici, CJ, et puis sinon tout le reste, c'est un modèle linéaire. Donc l'estimation de ce modèle-là, elle est instantanée. J'ai le maximum de vraisemblance de façon explicite au prix de l'approximation de l'air, hein, c'est pas gratos quand même, mais en tout cas j'ai une estimation immédiate de ces trucs-là plutôt que d'avoir une usine à gaz qui tourne pendant des heures pour estimer les paramètres. Donc, au prix de l'approximation, je suis capable de faire le lien entre le déplacement et puis la distribution stationnaire et d'estimer l'effet des covariables sur cette distribution, le lien entre les covariables et la distribution stationnaire. Donc ça, c'est très séduisant d'un point de vue écologie. Et puis, du coup, on est en train de regarder ça. Et en fait, notre idée, c'est de coupler ça soit avec un modèle de Markov caché, soit avec un modèle de détection de rupture, en se disant, voilà, ce qu'on n'a pas pris en compte ici, c'est qu'on fait comme si tout le mouvement était homogène. On sait que ce n'est pas vrai. Et puis que finalement, le potentiel d'attraction de l'environnement, en tout cas la distribution stationnaire d'un individu, ce n'est pas la même selon que l'individu il cherche à échapper à une proie ou il cherche à se nourrir. Évidemment, ses objectifs sont différents et donc l'effet des covariables va être différent. Donc, notre idée, c'est de coupler ça avec des modèles de Markov cachés, de rajouter cette composante cachée qui va être qu'est-ce que l'individu est en train de faire pour autoriser des switches dans le déplacement et puis être capable de voir les préférences d'habitat de l'individu selon son activité. Donc ça, c'est comme en fait, si on accepte de faire l'approximation de l'air ici, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est un modèle linéaire dans lequel on rajoute une couche de Markov cachée, ça on sait faire. Faut juste, c'est vraiment pas dur à faire. Voilà. Et puis après, du coup, c'est pareil, hein, si on est toujours prêt à faire cette approximation-là, ça veut dire qu'on peut rajouter un effet aléatoire individu pour tenir compte du fait que, certes, les individus, ils ont des intérêts qui sont communs, mais que chacun est un petit peu différent. Enfin, on a toute la batterie de modèles linéaires mixtes qu'on va pouvoir mettre en place et utiliser ici, toujours sous réserve d'être d'accord pour faire cette approximation. Il y a des problèmes qui restent. Un problème qui reste, c'est que là, ce que je vous ai dit, c'est que ce qui apparaissait naturellement, c'est le gradient de la covariable. Ça a un sens si la covariable est quantitative et dérivable. Et voilà. Donc, je ne suis pas rentrée là-dedans, mais c'est un problème. Et notamment, ce qui est un problème, c'est qu'en termes d'environnement, souvent, le paysage, il est décrit au travers de on est dans la forêt ou on est dans un champ. Et donc, c'est des variables qui sont catégorielles. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas du tout traité. Donc, une perspective envisageable, hein, c'est d'utiliser d'autres méthodes, notamment des travaux d'Antoine Leger, qui travaille sur des diffusions où, alors je pense qu'en traitement du signal, ça s'appelle les modèles CETAR, c'est-à-dire que ça vit, tranquillement, ça suit une équation différentielle stochastique, puis quand ça atteint un certain niveau, ça change de modèle. Et donc, ça rentre dans un autre régime. Et donc, du coup, Leger et Pigato ont proposé quelque chose dans un cadre unidimensionnel pour estimer les paramètres de ce type de modèle-là. Et donc, l'idée, ça serait peut-être d'explorer si on peut généraliser ça au cas bidimensionnel. Et puis, des perspectives à plus long terme, et puis ça, c'est des questions qui sont vraiment très, très ouvertes aujourd'hui. Hein, c'est de se dire qu'en fait, les GPS aujourd'hui, c'est de moins en moins cher. Du coup, on peut les mettre sur plein d'individus différents. Et ça veut dire qu'on peut commencer à se poser des questions de comportement collectif pour essayer de voir est-ce qu'il y a des interactions entre les individus. Ça, c'est des questions qui sont importantes en écologie animale. Mais en fait, dans les applications auxquelles je m'intéresse, il y a une application qui s'éloigne un peu de l'écologie, c'est en halieutique sur les bateaux de pêche. Et ça, les bateaux de pêche, typiquement, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les halieutes, de savoir comment on peut prendre en compte, comment on peut modéliser, représenter les interactions entre différents bateaux de pêche sur des échanges d'informations, etc., en utilisant leur trajectoire. Et puis, il y a d'autres perspectives, c'est que de plus en plus, en fait,
les individus, les animaux, ils sont, grâce à la miniaturisation de tous ces dispositifs, en fait, on met des GPS, mais on met des GPS, des accéléromètres, on met des micros, et donc on a une mesure de l'environnement sonore. Et donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui intéresse les écologues parce que pour l'instant, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de voir est-ce qu'on est capable d'entendre un bruit et de voir si l'animal réagit. Mais en fait, bah, le traitement sonore, on commence à avoir des méthodes d'apprentissage qui permettent de très très bien traiter les données sonores. Donc on pourrait imaginer coupler des données, soit directement le son, mais ça c'est compliqué, donc plutôt des données qui ont été pré-traitées par des systèmes typiquement du deep learning d'analyse sonore, et puis de faire le lien entre du coup un environnement sonore et le déplacement. Ça c'est pareil, c'est des questions qui sont tout à fait ouvertes et qui intéressent beaucoup les écologues. Voilà, juste pour finir, l'intérêt de travailler sur ces questions-là, je fais un peu la pub, hein, c'est que le fait de travailler avec des biologistes en collaboration avec des biologistes, déjà, le travail qu'on propose, il a un intérêt très concret à très courte échéance, ça c'est assez agréable. Ça soulève des questions statistiques, c'est pas juste qu'on est utile, en fait, c'est pas un travail d'ingénierie, parce que ça soulève vraiment des questions de stats qui sont vraiment intéressantes. Et puis en plus, ça permet d'avoir une large diversité d'approches statistiques qu'on peut explorer et identifier. Voilà, les approches à partir de variables cachées, ça nous permet du coup à partir d'un modèle assez simple, finalement, de proposer des modèles qui sont beaucoup plus flexibles sans que ça coûte très, très cher. Donc, c'est ce qu'on a vu, que ce soit dans les EDS partiellement observés, mais rajouter un état interne dans des HMM. Tout ça, c'est assez relativement facile à faire. Et en plus, c'est très facile d'utiliser ça parce que les écologues, ils ont l'habitude de ça parce que ça a été très popularisé en écologie dans un cadre bayésien. Donc, c'est quelque chose avec lequel ils sont familiers et ils comprennent très, très bien ce qu'on veut dire quand on leur parle de ça. Et puis, pour finir, dans tout ce que je fais, quasiment, j'utilise des modèles markoviens. Et ça, c'est évidemment moyennement réaliste. Mais moi, dans ce que je sais faire, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel parce que sinon, d'un point de vue théorique, d'une part, moi, je ne sais plus gérer. Et puis, il y a aussi l'aspect computationnel, c'est déjà très, très lourd, même dans les cadres markoviens. Donc, quand on a des modèles qui sont plus markoviens, j'imagine que les aspects computationnels sont démesurément compliqués, quoi. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bien, écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant, vraiment très très intéressant. Je m'étais permis un certain nombre de commentaires dans le chat box et peut-être que je vais les répéter parce que ça avait un rapport quand même. Alors, d'abord, pour ce qui était des données incomplètes comme tu les envisages, il y a un certain nombre de travaux qui existent déjà comme des travaux de Imakurato qui avaient parlé, donc il faudrait retrouver les liens, mais ça doit être sur la page web du site, qui avait parlé de modèles qui étaient échantillonnés de manière aléatoire et donc qui arrivaient à reconstituer des paramètres qui étaient dans le modèle. Pour des modèles de processus qui étaient observés de manière partielle, il y a un certain nombre d'autres gens qui ont travaillé aussi. Et comment il s'appelle en fait, il y a, ben, c'est Vilfredo Palma, je pense, qui avait construit des modèles comme ça qui étaient destinés à l'astronomie. Et en fait, on travaille sur ces choses-là avec un certain nombre de gens du Chili ainsi que Jean-Marc Bardet pour construire des modèles comme ça. Voilà. Ça, c'était pour les données incomplètes. Pour ce qui était de tes histoires de trajectoire, je pensais que je n'avais pas bien réalisé. Il y a des gens qui ont travaillé aussi sur, sur des trajectoires de vie d'un certain nombre d'espèces. Par exemple Julien Randon-Furling, qui avait parlé aussi, et qui envisage des modèles comme plutôt des modèles à queue lourde d'ailleurs. Comment Euh, tu dis, Julien, comment? Brandon Furling, c'est quelqu'un de parisien aussi. Et puis, d'autre part,
une personne qui est très sympathique aussi et qui s'appelle, alors il faut que je retrouve le nom parce que le problème d'Alzheimer, c'est ça. C'est Catherine Aron qui fait de l'estimation, alors avec Antonio Cuevas, je crois, qui a travaillé sur l'estimation de périmètre de vie. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même un petit peu lié. Ça veut dire que malgré tout, il peut y avoir une vraie interaction entre ce que tu fais et ce projet. Voilà, donc je trouve ça particulièrement intéressant. Je me disais, je ne sais pas trop si je devrais continuer peut-être l'enregistrement, je vais peut-être l'arrêter quand même. Voilà, donc du coup, et puis on peut continuer de parler un petit peu si tu veux bien. Non? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, donc on te remercie. Je ne sais pas comment on fait pour applaudir avec un ordinateur. Souvent, ça peut abîmer l'ordinateur, surtout quand on le ferme, quoi, et si on met les doigts dedans, on peut se faire mal. Donc voilà, je vais arrêter l'enregistrement et je te remercie vraiment très chaleureusement. Je trouve ça vraiment très intéressant. J'arrête l'enregistrement.